Connaissez-vous le dicton « Si quelque chose peut mal tourner, cela arrivera » Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire, où des circonstances extraordinaires ont amené deux avions de ligne à seulement quelques mètres l'un de l'autre. Restez avec nous. J'ai Mike, en fait, je suis à 150, 40, 30, 20, 10. Saviez-vous que vous pouvez regarder cette vidéo en avant-première, complètement sans publicité si vous avez un abonnement premium sur app.mentourpilot.com? Découvrez les nombreux autres avantages offerts sur le site. Le 21 octobre 2020 était une journée très venteuse dans le nord de la France. Une dépression intense remontait du golfe de Gascogne vers la mer du Nord. Et cela avait entraîné un jet stream inhabituellement bas, avec des vents allant jusqu'à 50 nœuds à une altitude de seulement 450 mètres et plus. Un jet stream est un couloir étroit de vent extrêmement puissant qui se déplace souvent d'ouest en est au-dessus de l'hémisphère nord, mais normalement à une altitude nettement plus élevée, généralement autour de 30 000 à 35 000 pieds. Maintenant, lorsque vous avez des vents se déplaçant aussi rapidement à des altitudes plus basses, ils vont également frapper les montagnes, les collines, les arbres et les bâtiments. À ces vitesses élevées, cela peut provoquer des turbulences de basse altitude. Ce jour-là, les pilotes qui allaient voler dans la région ont reçu des prévisions météo importantes, signalant des turbulences de basse altitude modérées à parfois sévères, principalement autour de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, en France. Ce matin, à 28 000 pieds d'altitude, un ERJ 170 de Hop Airlines se dirigeait vers l'aéroport Charles de Gaulle. Il était exploité pour le compte d'Air France sous le numéro de vol Air France 7739 et il y avait 2 pilotes, 2 membres d'équipage de cabine et 58 passagers à bord. Nous n'avons aucune information sur l'expérience de ces pilotes, mais nous savons que le copilote était le pilote en fonction et que le commandant de bord était le pilote surveillant. Alors qu'ils approchaient de leur point de descente, le copilote a remis les commandes au commandant de bord et a commencé à préparer le cockpit pour l'approche. Elle savait grâce au service automatique d'information de l'aéroport LATIS qu'elle pouvait s'attendre à des vecteurs pour une approche ILS sur la piste de scie gauche à Charles de Gaulle. Les informations météo reçues de LATIS indiquaient un vent de 220 degrés à 26 nœuds avec des rafales à 31. Visibilité de 10 km, quelques nuages à 3300 pieds, ciel fragmenté à 4000 pieds. Une température de 20 degrés Celsius, un point de rosée de 12 et un réglage de pression QNH de 1001 hectopascal. Le ATIS comprenait également un bulletin météo significatif avertissant d'une turbulence modérée à forte en dessous de 1500 pieds comme prévu. Le copilote savait que cela signifierait une approche assez difficile. Le vent était à 40 degrés de l'axe de la piste, ce qui signifiait qu'elle devrait lutter contre des vents de travers d'environ 20 nœuds dans les rafales. Les vents en rafale, qui varient en intensité et en direction, rendent la situation encore plus difficile à gérer. Cependant, un vent de travers de 20 nœuds était bien inférieur à la capacité certifiée de l'Embraer 170, ne posant donc pas de problème. Maintenant, compte tenu des rapports de forte turbulence associés à ce vent de travers, la copilote a décidé d'ajouter à son briefing d'approche habituel ce qu'elle ferait en cas d'alerte de cisaillement de vent. Un cisaillement de vent est une condition potentiellement dangereuse où le vent change soudainement de direction ou de vitesse. Et comme un avion obtient sa portance grâce à la quantité d'air qui s'écoule au-dessus de ses ailes, une augmentation ou une diminution soudaine et rapide du vent peut avoir des conséquences assez graves. Pour cette raison, tous les constructeurs d'avions ont défini des procédures spécifiques qui doivent être appliquées immédiatement. En cas d'alerte de cisaillement du vent ou si la vitesse et la trajectoire de vol commencent à s'écarter de certains critères, même s'il n'y a pas d'alerte. Ces critères sont normalement une variation soudaine de 15 nœuds de la vitesse indiquée, ou une variation de 500 pieds par minute de la vitesse verticale, un changement d'assiette de 5 degrés, un déplacement soudain d'un point par rapport au signal d'alignement de descente ILS ou une position inhabituelle des manettes de poussée pendant une période de temps significative. L'observation de l'un de ces signes indique que l'avion se trouve dans une situation de cisaillement de vent. Maintenant, la procédure précise à suivre diffère légèrement dans les détails selon les types d'avions, mais son objectif reste le même, maintenir l'avion en vol et s'éloigner du cisaillement de vent. Pour l'ERJ 170, la procédure du pilote en fonction était très simple. Poussez les manettes à fond, appuyez sur Take Off Go Around et suivez les commandes Wind Shear du directeur de vol. Cela permettait de maintenir la vitesse aussi sûre que possible et de garder les ailes à l'horizontale.
Rappelez-vous que la procédure interdisait tout changement de configuration, sauf la rentrée des aérofreins s'ils étaient redéployés. Cela visait à s'assurer que l'avion ne se retrouve pas soudainement en décrochage si les volets étaient rentrés et que la vitesse disparaissait brusquement. Le train d'atterrissage resterait sorti en cas de contact avec le sol. Dans le cas du pilote surveillant, son rôle n'était pas spécifiquement expliqué dans la procédure HOP Wind Shear, sauf qu'il devait signaler toute déviation par rapport à la procédure. Alors que le copilote informait le commandant de bord du risque de cisaillement de vent et de leur plan d'action si cela se produisait. Elle a également précisé que la procédure devrait être poursuivie jusqu'à la disparition de l'alerte, et que l'avion devait avoir grimpé à au moins 1500 pieds conformément aux procédures HOP. Une fois le briefing terminé, la copilote reprit les commandes. Le commandant de bord a demandé la descente au contrôleur aérien et ils ont poursuivi leur checklist de descente. Au même moment, au sol à l'aéroport Charles de Gaulle, un équipage de Brussels Airlines préparait son Airbus A320 pour le départ. Ils assuraient le vol 3634 de Brussels Airlines. Et les 4 membres d'équipage de cabine venaient de terminer l'embarquement de leurs 35 passagers pour le court trajet vers Bruxelles, tandis que les 2 pilotes terminaient les dernières préparations dans le poste de pilotage. Une fois prêts, ils ont effectué la checklist avant démarrage, demandé le pushback et la mise en route depuis leur point de stationnement, puis ont roulé vers la piste 2-6 droite parallèle à celle utilisée pour les arrivées, afin de décoller. Nous ne savons pas grand-chose sur l'état technique de l'Airbus, ni sur l'expérience des pilotes, mais cela ne sera de toute façon pas pertinent pour ce qui va se passer. Mais ce qui sera pertinent, c'est la configuration même de l'aéroport Charles de Gaulle. L'aéroport possède 4 pistes presque parallèles, avec les pistes 2-7 droite et gauche situées au nord des parkings principaux et les pistes 2-6 gauche et droite situées au sud. Le 21 octobre, l'aéroport fonctionnait en configuration sud, ce qui signifie que les avions au départ utilisaient la piste 2-6 droite et les avions à l'arrivée la piste 2-6 gauche. Ce type d'exploitation était connu sous le nom de mouvement simultané sur piste spécialisée et était soumis à des règles et réglementations particulières, pour s'assurer que les avions en approche et au départ sur les pistes parallèles ne présentaient aucun risque les uns pour les autres. L'une de ces règles précisait que les pistes parallèles ne pouvaient pas être plus proches l'une de l'autre que 850 mètres mesurés d'une ligne centrale à l'autre. Dans le cas de Charles de Gaulle, cependant, cette distance n'était que de 384 mètres, soit moins de la moitié de ce qui était requis. Ce n'était évidemment pas un secret. L'aéroport avait été obligé de demander une dérogation à ces règles qui lui avaient été accordées. Cela parce qu'ils pouvaient démontrer qu'ils avaient mis en place des plans pour un contrôle ou une intervention immédiate au cas où une remise de gaz surviendrait en même temps qu'un départ, afin de s'assurer que les 2 avions s'éloigneraient l'un de l'autre. En plus de cela, il y avait également eu des études sur les effets des turbulences de sillage et d'autres facteurs. Assez pour convaincre les autorités de l'aviation que l'exploitation parallèle, bien qu'avec une séparation réduite, restait sûre à effectuer. Tout cela deviendra bientôt crucial à l'approche de l'incident en question. Maintenant, puisque nous parlons de conflits potentiels entre avions, il vaut la peine de discuter des types de barrières que nous avons en place pour garantir qu'une collision en vol puisse être évitée. Tout d'abord, lorsqu'il s'agit du trafic aérien commercial, la séparation entre les avions est obligatoire. Autrement dit, les avions au départ doivent patienter un certain délai après le décollage du premier appareil avant que le suivant puisse s'envoler. Cela peut être réalisé par une séparation temporelle ou des distances vérifiées au radar. Ce type de séparation prend en compte les vitesses des différents avions ainsi que leur route. Et elle reste en vigueur pendant toute la durée du vol, même en route où d'autres séparations supplémentaires sont également en vigueur, par exemple entre des avions se suivant ou croisant leur trajectoire. En plus de cela, les avions sont également séparés en altitude avec au moins 1000 pieds entre les vols IFR et généralement même plus que cela. Les vols vers l'est volent à des niveaux de vol impairs et ceux vers l'ouest à des niveaux pairs, ce qui contribue à cette réalisation. Il existe maintenant des règles beaucoup plus complexes et plus spécifiques à ce sujet, mais en fin de compte, cela dépend à la fois des pilotes et du contrôle aérien. Pour maintenir une séparation adéquate, nous devons tous travailler de manière proactive et signaler tout problème potentiel de séparation qui pourrait survenir. Combiné aux règles établies, cet état d'esprit a permis de créer un système d'une sécurité extraordinaire. Cependant, tout système peut échouer, accidentellement ou par erreur. Donc, si cela devait arriver, il fallait également qu'un système de sécurité soit installé, et c'est le système d'évitement des collisions en vol, le TCAS. Je parlerai de l'origine du système TCAS dans une autre vidéo.
Mais le fonctionnement du système repose essentiellement sur des boîtiers radio installés dans chaque avion qui communiquent entre eux. Ces boîtiers, nommés transpondeurs, transmettent constamment leur position, vitesse et vitesse verticale, ainsi que d'autres informations aux avions proches. Si deux de ces transpondeurs détectent qu'ils commencent à se rapprocher l'un de l'autre, ils vont d'abord alerter les pilotes par un signal sonore, ce qui fait également apparaître un symbole jaune sur l'écran de navigation de chaque avion, indiquant la position du trafic concerné. Cette alerte se produit normalement environ 45 secondes avant un conflit potentiel. Et si rien n'est fait, cet avertissement de trafic se transforme alors en avis de résolution lorsque le conflit détecté est à environ 25 secondes. Cela fera passer le symbole de l'avion du jaune au rouge et un trapèze rouge apparaîtra sur l'écran principal de vol, indiquant au pilote comment ajuster l'assiette pour éviter une collision. Ceci est également accompagné d'une instruction orale, par exemple « Montez, montez », et les deux avions recevront des instructions opposées. Désormais, si un pilote reçoit un avis de résolution du TCAS, celui-ci primera sur toute autre autorisation préalablement donnée par le contrôleur aérien. Le pilote en fonction doit immédiatement déconnecter les automatismes et suivre la commande du TCAS, tout en s'assurant bien sûr que l'avion reste dans des paramètres de vol sûrs. Le pilote surveillant doit surveiller les actions du pilote en fonction et dès que possible appeler le contrôleur aérien pour lui communiquer leur indicatif et l'avis de résolution TCAS. C'est vraiment important car cela permettra au contrôleur aérien de savoir que l'avion va dévier de son autorisation. Et il ne faut pas tenter d'intervenir car les manœuvres du TCAS des deux avions concernés auront la priorité sur le contrôle du trafic aérien. Cela garantira qu'il n'y ait pas de collision, même si une fausse autorisation a été reçue ou si une erreur individuelle a été commise. Si le contrôleur aérien délivre une autorisation malgré tout, les pilotes répondront simplement « Unable TCASRA » et continueront de suivre l'avis de résolution. C'est vraiment important. Une fois que les transpondeurs estiment qu'une collision n'est plus imminente, l'avertissement de résolution s'arrête et un message oral indiquant « Fin de conflit » est émis, le pilote surveillant contactera le contrôleur aérien pour l'informer qu'ils sont dégagés de tout conflit et reviennent à l'altitude autorisée. Dès lors, le contrôleur aérien peut à nouveau délivrer des autorisations, les opérations normales reprennent et des rapports sévères seront probablement rédigés. Mais il faut préciser ici que le TCAS ne donnera que des instructions verticales, jamais d'instructions de virage. Environ 20 minutes avant leur arrivée prévue à Paris, les pilotes du vol HOP 7739 ont entamé leur descente depuis le niveau de vol 280. Vu les conditions difficiles, ils avaient opté pour une approche volée sur 5, donnant une vitesse d'approche finale de 142 nœuds. Ils s'étaient assurés que le vent ne dépassait pas leur composante maximale autorisée de vent de travers. De mon point de vue, la préparation jusqu'à présent semble avoir été gérée de manière très professionnelle à tous égards. Ils ont reçu plusieurs autorisations de descente et vecteurs et vers 10h17, ils ont effectué leur dernier virage vers la piste 3C gauche et ont capté le localisé ILS. Ils ont signalé cela au contrôleur d'approche qui les a autorisés à l'approche puis transférés à la tour de Charles de Gaulle pour l'atterrissage. Alors que le vol 7739 appelait la tour et annonçait qu'il était établi sur l'ILS pour la piste 2C gauche, l'Airbus A320 de Bruxelles Airlines s'approchait de la position d'attente pour la piste 2C droite. Le contrôleur a accueilli le vol 7739 sur la fréquence, leur a donné le dernier vent de surface de 190 degrés à 22 nœuds rafale à 32, puis les a autorisés à atterrir. Un vent de travers venant de la gauche, plus fort que prévu par l'équipage, mais restant dans les limites autorisées. L'avion de Bruxelles Airlines avait atteint le point d'attente. Complètement prêt pour le départ, ils l'ont annoncé au contrôleur aérien de la tour, qui leur a demandé de s'aligner et d'attendre piste 2C droite. Après relecture de l'instruction, l'Airbus a lentement roulé vers la position de décollage malgré le vent violent qui soufflait dehors. De retour dans le cockpit de l'ERJ 170, les pilotes se préparaient pour l'atterrissage. Avec le train d'atterrissage sorti et les volets sur 5, l'avion était prêt pour l'atterrissage à 1000 pieds, toutes les checklists complétées. À ce moment-là, le copilote a désengagé le pilote automatique. Il est assez courant que nous déconnectons les automatismes un peu plus tôt dans des conditions difficiles afin de mieux ressentir l'avion et de nous préparer à l'atterrissage. Un avion avec des vents de travers en rafale, presque perpendiculaires, d'environ 30 nœuds, demande beaucoup d'efforts et exige une grande concentration de la part du pilote en fonction. Le vent de travers venait de la gauche dans ce cas, ce qui signifie que le nez de l'avion aurait également été orienté vers la gauche.
Afin de rester aligné sur le localizer, puisque le vent changeait constamment, la copilote aurait dû ajuster en permanence son pilotage pour maintenir l'avion en ligne droite. Les ajustements constants des commandes auraient été encore plus ardus en raison des turbulences modérées qu'il traversait. Une bonne façon d'imaginer ce que c'est que de réaliser une approche avec vent de travers est de penser à un bateau qui essaie de traverser une rivière d'un côté à l'autre avec un courant d'eau venant, dans ce cas, de la gauche. Vous devez constamment tenir compte du courant et le corriger afin d'atteindre ce point. Quand l'ERJ a passé les 500 pieds, le contrôleur a informé l'Airbus sur la piste parallèle de droite que le vent au sol était de 200 degrés à 21 nœuds, avec des rafales à 36, puis leur a donné le feu vert pour décoller. Après relecture, les pilotes de l'Airbus ont avancé les manettes de poussée et ont accéléré sur la piste. À ce moment-là, l'ERJ passait son hauteur de décision de 200 pieds. Et juste à ce moment-là, leur vitesse indiquée est passée de 139 nœuds à 125 en seulement 2 secondes. Le commandant a annoncé la vitesse alors que l'alarme de wind shear retentissait. Wind shear. L'alarme s'est déclenchée. Le commandant de bord a annoncé wind shear, confirmé par le pilote qui a immédiatement engagé la manœuvre d'évitement. Comme briefé, elle a poussé les manettes à fond, activé le mode Take Off Go Around, puis a suivi les indications wind shear sur son écran de vol principal. L'avion a rapidement pris de l'altitude, exactement selon les procédures. Souvenez-vous que l'une des caractéristiques de la manœuvre d'évitement du wind shear est de garder les ailes de l'avion à l'horizontale. Lors d'une remise de gaz normale, les pilotes auraient activé le mode de navigation latérale très tôt, ce qui les aurait guidés pour suivre la procédure de remise de gaz approuvée. Mais ce n'est pas le cas lors d'un wind shear. Alors que l'avion gardait son nez droit et commençait à monter dans un vent de travers encore plus fort venant de la gauche, que pensez-vous qu'il s'est passé? Comme ce bateau sur la rivière si le courant devenait soudain plus fort. Il a alors commencé à dériver vers la droite, de plus en plus près de la piste parallèle d'où l'Airbus était en train de décoller. Et cela a été aggravé par un léger changement de cap vers la droite qui s'est produit lorsque la manœuvre a été engagée. 8 secondes après le début de la manœuvre, l'alerte de cisaillement du vent s'est arrêtée. L'ERJ était à une altitude de 580 pieds en montée, mais rappelez-vous, leur procédure leur indiquait de poursuivre la manœuvre jusqu'à un minimum de 1500 pieds, même sans l'alerte. C'est donc ce qu'ils faisaient. 3 secondes après la fin de l'alerte, le pilote a annoncé qu'ils étaient sortis du wind shear. Mais presque au même moment, 2 avertissements de mise en garde principaux se sont soudainement activés, indiquant une surpression de purge provenant à la fois du système 1 et du système 2. Cela peut se produire lorsque la poussée des moteurs est brusquement maximisée, provoquant un flux soudain d'air de prélèvement des moteurs, déclenchant les vannes associées. Mais ce n'était pas un problème immédiatement critique à ce stade. C'était quelque chose qu'ils pourraient gérer après la remise de gaz. En raison de cela, le commandant de bord a réinitialisé l'alarme principale sans autre explication. Mais même s'il n'y avait pas d'action directe requise, il est probable que cela ait simplement augmenté la charge de travail dans le cockpit, qui était déjà assez élevée, et elle allait devenir bien pire. Pendant que les pilotes de l'ERJ effectuaient leur manœuvre d'évitement du cisaillement de vent, ceux de l'Airbus de Bruxelles Airlines n'en avaient aucune idée. Ils venaient de décoller et rentraient le train d'atterrissage tout en établissant leur assiette de montée initiale, faisant grimper rapidement l'Airbus presque vide. Dans l'ERJ, les choses commençaient enfin à se calmer un peu pour les pilotes. Ils dépassaient les 1500 pieds et montaient vers l'altitude d'approche interrompue de 4000 pieds. Le commandant de bord a informé le contrôleur aérien qu'ils avaient remis les gaz vers 4000 pieds en raison du cisaillement du vent qui avait disparu. Le contrôleur aérien a promis de les rappeler immédiatement après avoir entendu cela. Il avait vu que l'ERJ avait remis les gaz, mais cela, en soi, ne l'inquiétait pas, puisqu'il supposait que la procédure de remise des gaz était suivie. Il n'avait aucune idée du cisaillement de vent à ce moment-là, ni de la façon dont cela affectait la manière dont les pilotes exécutaient leur remise des gaz. Au lieu de cela, il tentait à présent de se coordonner avec la tour de contrôle du Bourget, responsable de l'espace aérien voisin, pour autoriser l'ERJ à tourner à gauche. Normalement, il était en contact direct avec le Bourget via l'interphone, mais pour une raison quelconque, cela ne fonctionnait pas. Il devait donc maintenant les appeler par téléphone à la place. Cela impliquait un délai de 5 à 10 secondes sans instruction de virage de la tour de contrôle. Et pendant ce temps, l'ERJ continuait à dériver régulièrement vers la droite.
Dans le cockpit, l'équipage de l'ERJ avait maintenant activé le mode sélection de cap à leur cap actuel de 259 degrés. Ils avaient aussi entamé une légère descente pour accélérer, rentrer les volets et le train d'atterrissage selon leur procédure. Ils attendaient de nouvelles instructions du contrôleur aérien, le tout de manière très professionnelle. Mais bien sûr, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en dessous d'eux, un Airbus A320 très léger montait rapidement dans leur direction. À 10h22 et 14 secondes, soit 45 secondes après le début de la manœuvre wind shear, une alerte sonore « Trafic a été émise dans les cockpits de l'ERJ et de l'Airbus A320. Simultanément, le contrôleur aérien a contacté l'équipage de l'ERJ et leur a ordonné de virer immédiatement au cap de 40 degrés. L'utilisation du terme « immédiat » fait partie de la phraséologie d'urgence réservée aux situations graves où une action doit être prise sans délai. Le commandant de bord de l'ERJ a saisi le nouveau cap sur le panneau de contrôle et l'avion a commencé à virer. Pendant ce temps, un conflit à court terme, un STCA, a été déclenché à l'intérieur de la tour, indiquant que les deux avions se rapprochaient dangereusement l'un de l'autre. Une seconde plus tard, alors que l'ERJ montait à 2150 pieds, un avis de résolution TCAS a été émis, ordonnant à l'équipage de monter. Le pilote a immédiatement poussé les manettes de poussée au maximum et a suivi les instructions de résolution. Mais cela signifiait aussi qu'elle a arrêté son virage sur un cap de 250 degrés. Cela signifiait que le virage à gauche qu'ils avaient reçu pour la séparation n'était désormais plus suivi. Au même moment, le transpondeur de l'Airbus en montée en dessous a également émis un avis de résolution dans leur cas. Les pilotes ont immédiatement obéi à l'ordre de se stabiliser et ont réussi à arrêter leur montée à environ 2000 pieds. Alors que les pilotes suivirent l'avis de résolution du TCAS, le contrôleur les a appelés désespérément, leur demandant d'arrêter la montée et de maintenir leur altitude actuelle. Mais l'équipage de l'Airbus a simplement répondu TCASRA, ce qui était approprié. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi le contrôleur semblait nerveux ici, c'est parce que de son point de vue, il voyait que le ERJ 170 ne tournait pas comme il leur avait demandé de le faire. Il pouvait également constater que l'Airbus poursuivait son ascension et ne semblait pas vraiment stabiliser son assiette. Lorsqu'il a ensuite regardé son écran radar, les échos radars des deux avions se sont superposés et il n'était plus possible de les distinguer l'un de l'autre. Ce doit être une sensation terrible. Le contrôleur aérien a avoué s'être senti profondément impuissant. Le commandant de bord de l'ERJ a alors appelé. Nous avons eu une alerte RA du TCAS. Et pour être tout à fait honnête, dans tout ce chaos, la seule véritable erreur commise par l'un des pilotes a été de ne pas informer le contrôleur aérien de l'alerte RA du TCAS en cours dès qu'ils l'ont reçue. L'Airbus ayant arrêté son ascension alors que l'Embraer Regional Jet poursuivait la sienne, le message « Clear of Conflict » fut alors émis dans les deux cockpits. Et même s'ils n'ont pas officiellement informé le contrôleur aérien de ce fait, l'équipage de l'Embraer Regional Jet a accepté un nouveau virage à gauche vers le cap 200 degrés. Le contrôleur aérien a redemandé à l'équipage de l'Airbus d'arrêter de monter, ce à quoi ils ont répondu « Affirme », car cela correspondait à l'instruction précédente du TCAS. Quelques secondes après, ils ont été autorisés à virer à droite cap 360 degrés et à continuer de monter. Ils ont ensuite poursuivi leur vol sans autre incident, tandis que l'ERJ 170 effectuait une seconde approche et atterrissait sans encombre. Au point le plus proche, les deux avions étaient séparés de 0,09 milles nautiques l'un de l'autre. Latéralement, cela représente 166 mètres et seulement 460 pieds, ou 150 mètres verticalement. C'est très proche quand on voyage à environ 90 mètres par seconde. Mais le système a fonctionné. La dernière mesure de sécurité a empêché la catastrophe potentielle exactement comme prévu. Les enquêteurs devaient maintenant comprendre pourquoi cela s'était produit initialement. L'équipage de l'ERJ 170 a été interrogé. Les enquêteurs ont rapidement établi que, malgré l'utilisation incorrecte de la phraséologie TCAS, ils avaient fait un excellent travail vu les circonstances. Il en était de même pour les pilotes de l'Airbus et le contrôleur aérien. Chacun avait fait, dans la mesure du raisonnable, ce qu'on attendait de lui. L'attention des enquêteurs s'est donc naturellement portée sur la conception de l'aéroport et l'exception qui lui avait été accordée pour mener des opérations parallèles avec deux pistes si proches. On a rapidement constaté que les règles régissant les départs simultanés depuis des pistes parallèles prévoyaient des dispositions pour abandonner ce type d'opération. Si la condition de vent de travers dépassait 25 nœuds, mais ce n'était pas le cas pour les approches et départs simultanés.
Il est rapidement devenu évident que les études menant à l'exception n'avaient pas pris en compte une remise des gaz dans un cisaillement de vent, où les pilotes ne peuvent suivre ni les instructions du contrôleur, ni la procédure d'approche interrompue. Il a également été constaté que 3 incidents similaires s'étaient déjà produits, dont 2 à l'aéroport Charles de Gaulle. Les recommandations du rapport final étaient donc que les autorités françaises de l'aviation réévaluent la pertinence de ce type d'opération à Charles de Gaulle, sur la base du risque évident lié aux manœuvres d'évitement du cisaillement de vent. Il a été suggéré que l'Organisation de l'aviation civile internationale envisage d'établir des règles sur l'autorisation des opérations parallèles lors de conditions météorologiques spécifiques, comme le cisaillement de vent, les turbulences ou les orages. Pour nous, les pilotes, le rapport a simplement mis en évidence l'importance d'une phraséologie correcte dans ce type de situation afin que tout le monde soit informé. Cela a également montré à quel point le rôle du pilote surveillant est important pour vérifier la situation globale de l'avion et maintenir une conscience situationnelle de ce qui se passe autour de vous. Si les conditions météorologiques sont très marginales, comme c'était le cas ici, il peut être judicieux d'informer le contrôleur aérien lorsque vous êtes en approche qu'il y a de fortes chances que vous deviez remettre les gaz. Cela pourrait aider le contrôleur aérien à vérifier les menaces potentielles à l'avance et à mieux se préparer mentalement au cas où une remise de gaz se produirait réellement. Le manuel HOP a été mis à jour pour préciser que la manœuvre d'évitement du cisaillement de vent prenait fin une fois l'avion sorti du cisaillement avec une séparation suffisante du relief. Pas seulement à 1500 pieds, j'ai trouvé que c'était une histoire fascinante avec beaucoup d'éléments complexes. Et un excellent exemple de la façon dont le monde de l'aviation utilise les incidents pour continuer à s'améliorer et à devenir plus sûr. Pour voir d'autres vidéos similaires, regardez celle-ci. Et envisagez de devenir membre de mon formidable équipage Patreon, ce qui m'aidera à continuer à produire ce type de vidéos. Retrouvez les liens vers mes 2 pages Patreon, mes applications de produits dérivés et mon sponsor dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à y jeter un œil. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.